Mesdames, Messieurs, bonjour. Remue-Ménage qui reçoit aujourd'hui Ernest Abdou Sambou. Il est le secrétaire général de l'ANRAC, coordonnateur départemental adjoint de l'APR Bignona, mandataire départemental Benno Bokk Yakaar. Merci, M. Sambou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Binta. Nous recevons également Barka Ba du groupe Futur Média. Bonjour, Barka. Bonjour, Binta. Alors, l'armée sénégalaise a récupéré 4 bases du MFDC dans le cadre des opérations de sécurisation dans le sud du département de Ziguinchor. Quelle lecture faut-il en faire, Ernest Sambou? Merci, Binta. Je salue le doyen Barka Ba. Je salue également vos auditeurs et auditrices. Il faut dire que les opérations sur le terrain se sont très bien déroulées. Nous les avons suivies de près et de loin, avec comme conséquence une forte aspiration des populations déplacées et réfugiées au retour au bercail. Et cela s'est traduit aujourd'hui par la mise à disposition d'un processus assez long qui est en train d'être préparé et qui aujourd'hui va permettre, après les opérations de ratissage, aux populations de revenir au bercail. L'autre dimension importante, c'est une dimension sécuritaire, mais relative un peu à la question du déminage. Vous êtes sans savoir que ces zones sont restées depuis plusieurs années polluées. Des études ont montré que dans le département de Ziguinchor, il y a plus de 13 localités qui sont suspectées d'être minées. Je pense qu'aujourd'hui, ces opérations vont permettre à l'ensemble des opérateurs et à l'organe qui s'occupe de la coordination des questions de déminage de véritablement faire le travail du déminage humanitaire avec comme objectif la restitution des terres pour permettre leur valorisation et la réinstallation des populations déplacées et réfugiées. Moi, je pense que les populations sont très satisfaites de ces opérations et en tirent un grand profit puisqu'elles ont quitté ces localités depuis plusieurs années. Aujourd'hui, Dieu merci, avec le travail qui a été fait par les forces de défense et de sécurité, les populations aspirent au retour et les conditions sont en train d'être posées progressivement sur le terrain. Oui, alors Barka, est-ce que l'on peut parler de prouesse de l'armée sénégalaise au regard quand même de la longue latence que ce conflit a connue? Oui, il faut saluer l'opération de sécurisation menée de main de maître par le patron de la zone militaire 5, le colonel Souleymane Kandé, et ses troupes. Les zones qui ont été reconquises, c'est des bastions quasi inexpugnables. C'est-à-dire que quand on connaît un peu la configuration du terrain, ce sont des zones extrêmement difficiles d'accès. Les rebelles, les irrédentistes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance, ce ne sont pas des enfants de cœur. C'est des stratèges qui maîtrisent très bien le terrain parce qu'ils sont natifs de ces localités et l'implantation de ces bases-là ne s'est pas faite par hasard. C'est des bases à cheval entre la frontière avec la Guinée-Bissau, dans des forêts extrêmement touffues, extrêmement bien protégées. Ça qui fait que souvent au nord, les gens se posent des questions en se disant comment se fait-il qu'il puisse y avoir des zones qui échappent au contrôle des forces de sécurité, etc. Les choses sont très très complexes. Et y accéder, c'est prendre le risque d'affrontement, de tomber dans des embuscades meurtrières. On a connu des épisodes malheureux de Babonda et de Mandina Mankagne qui ont coûté très cher en perte en vies humaines à l'armée. Des zones souvent minées et pendant longtemps, aussi bien au niveau de la frontière avec la Guinée-Bissau et la frontière avec la Gambie, on avait des gens qui pouvaient se déplacer d'un pays à l'autre. Et donc de petits groupes extrêmement mobiles. Donc ce sont des moyens lourds à chaque fois et des opérations très compliquées et très risquées pour l'armée pour engager ces opérations. Pour un peu revenir sur le sens de votre question et pour montrer que oui, c'est un véritable exploit que d'avoir libéré les bases de Bagnon, Boussoulum et surtout Sikoum.
c'est des bases très importantes dans la mythologie du MFDC. Dans tout mouvement, une sorte de mythologie en protégeant certains sanctuaires où il y a des choses mystiques qui se passent. Par exemple, Sikoun, il y a des fromagers géants là-bas où les combattants ont l'habitude, avant d'engager leurs opérations, de se préparer au combat mystique. C'est des choses qui sont propres à la Casamance et qui sont difficilement explicables pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ces choses-là. C'est les réalités locales. On est libre d'y croire ou de ne pas y croire. Bref, que l'armée décide, malgré tous ces obstacles-là, de sécuriser la zone et d'essayer de ramener la quiétude dans cette zone-là en demandant aux populations de pouvoir rentrer. Il y a certaines zones où les populations ont été chassées par le conflit depuis 30 ans, qui sont des réfugiés, qui ne peuvent pas accéder à leurs champs, qui ne peuvent pas vaquer tranquillement à leurs occupations. Ne serait-ce que sur ce plan-là, il faut se féliciter de ce qui se passe, parce qu'une bonne partie aussi de la rébellion, il faut le dire, a basculé dans des opérations de bande armée, de braquage et parfois de brigandage. Le vernis indépendantiste reste pour pouvoir habiller certaines opérations d'un idéal indépendantiste, mais la réalité sur le terrain, c'est que beaucoup de combattants versent dans l'économie illégale de trafic de chanvre indien, une sorte d'économie de guerre. Ça, il est hors de question que l'État du Sénégal laisse prospérer cela. Oui, en tout cas, Ernest Sambou, des bases ont été détruites, mais on n'a pas entendu quelque part les autorités militaires parler de capture de chefs rebelles, je ne sais pas moi, comment l'appeler, encore moins de combattants. Est-ce que cela rassure sur la suite des événements? Bon, il faut dire que les opérations militaires sont des opérations top secret. Il y a certaines informations qui sont partagées et livrées. Il y a par contre d'autres qui ne sont pas partagées et livrées pour des questions de sécurité. Mais je pense que ce qui est important à ce niveau, Barka l'a dit, ce sont des zones où ce qu'on appelle un peu l'économie de guerre est très développée. Quand on parle de l'économie de guerre, on parle de culture de cannabis, on parle de coupe abusive de bois, qui est un phénomène assez récurrent et qui a des relents importants par rapport à la situation de conflit que vit la région. Donc le développement de cette économie de guerre fait que ce sont des zones qui constituent de véritables chasses gardées. Je pense qu'aujourd'hui que le travail a été fait par les forces de défense et de sécurité, il appartient également à l'État de travailler à, comme je l'ai dit tantôt, régler définitivement la question liée au déminage. Parce que la dimension sécuritaire, souvent, le seul aspect qui est mis en avant, il est relatif aux forces de défense et de sécurité. Or, il y a un autre aspect qui relève de la sécurité et qui peut aujourd'hui constituer une entrave, c'est la question du déminage. Parce que c'est vrai qu'il n'y a plus de base relative du MFDC, mais aujourd'hui, si les terres peuvent être polluées, si les terres sont polluées, il y a des risques que les populations soient réinstallées. Il y a des risques également d'explosion de mines, il y a des risques également que les terres disposent de restes explosifs un peu de guerre. Donc il y a également tout ce travail de sécurité. Donc le retour n'est pas pour maintenant. Non, le retour est un processus. Le retour est un processus parce que depuis 2 ans, au niveau de notre agence de l'ANRAC, nous avons travaillé avec les autorités administratives, les partenaires au développement sur le département de Ziguinchor en mettant en place un document programme qui va harmoniser les interventions sur cette question. Parce que ce qui a été constaté, c'est que depuis 2012, l'accalmie, etc., que nous avons noté sur le terrain, il y a une forte aspiration au retour. Et les interventions des partenaires au développement et de l'État n'étaient pas articulées et organisées en direction de cette cible. Et on n'avait pas également la possibilité de disposer de données statistiques fiables sur cette cible qui nécessite une prise en charge assez urgente. Donc le travail a été fait. Aujourd'hui, en 2020, il y a le village de Bissine qui est rentré, mais le préalable a été la question de la sécurité. Dieu merci, il y a un cantonnement militaire à Bissine, les populations sont rentrées. Il y a aujourd'hui également un comité qui tourne autour de 13 villages qui sont dans de très bonnes dispositions, qui souhaitent rentrer. C'est un processus. Il faudrait que les questions de sécurité globalement soient réglées,
notamment la question du déménage. L'État, de son côté, à travers les partenaires au développement, a pris toutes les dispositions pour la mise en place d'infrastructures socio-économiques de base, pour le développement d'activités de subsistance, parce que c'est des populations qui ont tout laissé et qui reviennent et qui doivent repartir à zéro. Donc c'est un processus qui est enclenché, qui est en cours, mais qui ne doit pas être réalisé dans la précipitation pour éviter que les populations retournent au bercail pour ensuite repartir pour soit des questions d'éclatement de mines ou de restes explosifs de guerre. Barka, est-ce que ça peut rassurer les populations pour le retour au bercail? Bon, tout dépend des moyens qui sont mis en œuvre pour ce retour. Ce n'est pas la première fois, je le note, que l'armée arrive à démanteler des bases et que après, après le conflit renaisse quelque part, l'insécurité, etc. Parce que c'est extrêmement complexe. Non seulement il faut libérer ces zones-là, mais il faut aussi que l'armée ait les moyens de s'y installer sur le long terme. Oui. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain de libérer la zone, de ramener les populations, de les rassurer. Et malheureusement, l'armée ne peut pas mettre un cantonnement dans chaque village. Ce n'est pas possible. On mettrait toutes nos forces de sécurité dans la zone qu'on n'y arriverait pas. Donc, au-delà de la sécurisation de ces zones-là, il y a un processus complexe d'organiser le retour des gens, de leur trouver des emplois. Il y a tout un environnement à créer pour que la confiance redémarre. Je pense que le gouvernement est assez conscient de cela. C'est pour ça que ça doit être une surpriorité pour l'État de prendre très, très au sérieux cette question casamançaise. Qui pourrit la vie de la nation depuis plus de 40 ans. Oui. On est toujours dans une situation de ni paix ni guerre totale. Un conflit qui a assez duré. C'est l'une des plus vieilles rébellions au monde avec celle des FARC en Colombie. Il est temps parce que les populations sont très très lassées de cette guerre-là et elles sont les premières victimes. De plus en plus, il paraît évident que le séparatisme ou l'accession d'une Casamance à l'indépendance, c'est une chimère. Les doctrinaires qui ont élaboré ça en grande partie, surtout pour le volet idéologique, Diamakhoune, Senghor et Mamadou Kourouma Sané, avaient posé de bonnes questions, mais ils avaient apporté de très mauvaises réponses. Diamakhoune, Kourouma Sané, le vieux Sidi Badji, qui sont les principaux fondateurs du MFDC. Ils ont embarqué des jeunes dans cette aventure qui y ont cru, qui ont été courageux, il faut le dire, des lycéens, des collégiens. Oui. C'est Salif Sadio, c'est Kamougué Diatta, c'est Abdou Elenkin, c'est les Césars. Oui. Qui ont cru à cet idéal indépendantiste, qui ont vu peut-être certains de leurs parents faire les frais d'une répression de l'armée, il faut le dire, il faut dire les choses, et qui ont pris les armes pour défendre un idéal, mais qui se sont rendus compte qu'ils sont dans une impasse. Quelqu'un comme Kamougué Diatta, qui a été le commandant de Djakaï, du Front Nord, en a tiré les leçons, et c'est l'un des rares à avoir eu la lucidité et le courage de quitter le maquis et de s'adonner à d'autres activités. Mais il est un peu laissé en rade. Parce que même les gens aussi qui quittent le maquis, mais il faut les aider. Oui. Il faut les encadrer. Il faut que ces gens-là soient dans une position qui puisse montrer à leurs autres frères qu'ils sont dans l'erreur. Il faut les sécuriser. L'État doit être généreux avec ses fils égarés et protecteur pour résoudre ce conflit. Rien n'est de trop pour convaincre ces gens-là qu'ils ont été dans une impasse. L'État, parce que c'est des Sénégalais comme nous, même s'ils ne s'en réclament pas. Ce sont nos fils, ce sont nos cousins, ce sont nos frères. Il faut les aider à sortir du maquis. C'est une affaire très compliquée, mais à chaque fois que l'État peut se montrer clément, je ne parle pas d'être laxiste. Il y a des choses qui relèvent de la justice. Mais pour certains qui ont la volonté réelle d'abandonner les armes, il faut leur trouver des perspectives
pour qu'ils rentrent dans la République dans laquelle ils sont sortis. Certainement que vous allez revenir, Ernest Sambou, sur ça, sur ces interpellations de Barka, la réinsertion, la protection. Mais également, on n'a pas entendu les MFDC quand même réagir suite à ces opérations de ratissage, à part le communiqué qui aurait fait état de représailles envers la Guinée-Bissau, de menaces de représailles. C'est que le mouvement, comme Barka l'a dit, a suivi beaucoup de mutations. Oui. Beaucoup de mutations institutionnelles qui font qu'aujourd'hui, il est difficile d'appréhender certains angles. Et également, sa configuration actuelle vraiment ne permet pas une articulation assez organisée, puisqu'il y a différents cantonnements, différents responsables où chacun souvent parle au nom de son groupe ou au nom de son entité. Mais ce qui est important, comme l'a dit Barka, c'est que le processus est enclenché. Aujourd'hui, le département de Ziguinchor doit être un département test dans la problématique de la réintégration et de la réinsertion des groupes vulnérabilisés par le conflit. Parce que nous, quand on parle de groupes vulnérabilisés par le conflit, on parle des déplacés, on parle des réfugiés, on parle également des ex-combattants. Oui. Il l'a dit. Au niveau institutionnel, le programme DDR, il existe. Programme de démobilisation, de désarmement, de réinsertion et de réintégration. Mais il ne peut pas pour le moment être mis en branle, être mis en œuvre parce que les conditions qui doivent amener la mise en œuvre de ce programme, c'est la signature des accords de paix. Oui. Or, quand on n'a pas C'est au point mort. des accords de paix de façon officielle, le processus ne peut pas être engagé. Nous également, au niveau institutionnel, nous sommes un démembrement de l'État. Tant que ces questions-là ne sont pas réunies, nous ne pouvons pas mettre en place ce programme. Mais tous les outils techniques de mise en œuvre du programme DDR sont disponibles. C'est pourquoi, à côté, ce que nous faisons, c'est la réinsertion et la réintégration des déplacés et des réfugiés. Et souvent, il arrive que dans ces déplacés et des réfugiés, qu'il y ait des ex-combattants qui rejoignent la vie civile, qui veulent construire des maisons, s'adonner à des activités économiques et sociales que nous appuyons pour la réalisation de certaines activités. Mais je pense que dès que les conditions sont réunies, on peut mieux faire parce que le programme DDR est un programme global qui prend en compte, comme l'a dit Barka, tout ce qui est réintégration socio-économique de cette cible-là, qui aujourd'hui a besoin d'être accompagnée, qui aujourd'hui a besoin vraiment de se sentir concerné par la problématique de la gestion des affaires de l'État. Et le président l'a compris, c'est pourquoi il y a aujourd'hui de nombreux programmes qui sont mis en œuvre au niveau des zones frontalières. Parce que si vous allez aujourd'hui dans ces zones frontalières, il y a quelques années, les populations sénégalaises ne se sentaient pas sénégalais. C'est le Dalassi qui est la monnaie courante. Il y avait quasiment une absence d'infrastructures socio-économiques de base. Donc, il n'y a rien véritablement qui montrait à ces populations-là que vous appartenez à cet État. Mais à la faveur quand même de l'avènement du président au pouvoir, il y a aujourd'hui des zones comme Touba Tranquille, comme Kouram, comme Kabekel, comme Wognac, etc. Il y a aujourd'hui beaucoup de zones où les projets et programmes de l'État et des partenaires développent des activités importantes de mise en place d'infrastructures socio-économiques de base pour rassurer les populations, les retenir, leur montrer toute leur appartenance à l'État du Sénégal. Maintenant, la mise en œuvre du programme DDR, comme je l'ai dit, il obéit à des conditions. Les conditions-là ne sont pas réunies, même si on observe nous tous sur le terrain qu'il y a une forte accalmie, une accalmie généralisée, même si souvent il y a des regains de tension. Moi, je pense qu'il est important d'aller vers la mise en œuvre d'un accord de paix. Rien ne l'empêcherait pour que véritablement le processus de paix puisse définitivement clôturer. Oui, nous allons revenir bien entendu sur ce processus de paix. En attendant, Barka sur le silence du MFDC, est-ce qu'aujourd'hui c'est parce que la Guinée-Bissau a affiché sa neutralité face à ces opérations de l'armée sénégalaise que le mouvement a quand même sorti un communiqué, aurait sorti un communiqué pour menacer de représailles la Guinée-Bissau? Toute la difficulté avec le MFDC, c'est de savoir à quel MFDC se fier. Oui. Parce que c'est un mouvement qui est éclaté en différentes chapelles, où chacun se réclame leader. Aussi bien ce qui concerne l'aile politique du mouvement que l'aile militaire. Les gens ne parlent pas le même langage. Donc, quelle crédibilité, quel crédit donner à un communiqué du MFDC, c'est tout un problème. Il y a Kourouma Sané qui vit en France, qui n'est pas sur le terrain, qui s'agite beaucoup sur le plan médiatique, qui
livre souvent des communiqués truffés de contre-vérité, hein, il faut le dire, en parlant de pertes qui n'ont pas été vérifiées sur le terrain. Moi, j'ai reçu un communiqué un audio dans lequel Kourouma Sané parle de la mort de 36 soldats bissau-guinéens pendant cette opération, ce qui est un grossier mensonge, c'est totalement faux. Ceux qui ont parlé de la mort de 7 soldats sénégalais, ça n'a pas du tout été vérifié, ça a été même démenti par l'armée. Absolument. Quand il y a des morts, l'armée ne peut pas mettre ça sous le boisseau. C'est des gens à qui on va rendre les honneurs militaires, ils ont des familles, etc. Donc c'est ce qui fait qu'il faut être très très prudent avec certains communiqués du MFDC et de certaines chapelles du MFDC. Ce qui complexifie le problème. L'État n'a pas d'interlocuteur fiable et valable pour résoudre le conflit avec certaines parties du MFDC. Salif Sadio ne parle pas le même langage que César Atoute Badiate. Compass n'est pas sous les ordres de Salif Sadio, etc. Il y a énormément de chefs de guerre qui sont de petits seigneurs dans leurs différents fiefs, qui ont leur propre agenda, qui ont leur propre lecture de la crise, qui fait que je pense que les stratèges au niveau de l'État qui suivent ce conflit se sont dit, écoutez, on va laisser pourrir le conflit jusqu'à ce que les derniers combattants sortent du maquis, ou abandonnent, ou malheureusement meurent, etc. Et après, peut-être que le conflit va s'éteindre de lui-même. En attendant, on leur tend la main pour ceux qui veulent sortir. Il y a le processus qui est engagé avec Santé Judio, il y a le groupe de réflexion pour la paix en Casamance avec Robert Sagnan qui s'y essaie. Mais il n'y a pas en réalité une stratégie globale et véritable qui fait que on a des interlocuteurs fiables qu'on peut tous amener à la table de négociation qui parlent le même langage pour permettre de résoudre définitivement le conflit. Ce qui fait que de temps en temps, on aura encore toujours des secousses malheureusement. La bonne nouvelle maintenant, c'est que l'armée sénégalaise, depuis l'accession de Wade au pouvoir, a été doté quand même de moyens conséquents. Le président Macky Sall a aussi fait un effort très appréciable en termes d'équipement militaire qui fait que la première mission à laquelle on s'attend de la part de l'armée, c'est de sécuriser le territoire national, même si, je l'ai dit tantôt, c'est extrêmement difficile d'avoir un contrôle total vu la nature du terrain. L'armée est en train de faire le job pour lequel les militaires sont payés, c'est-à-dire défendre l'intégrité territoriale. Ce qui n'empêche pas, de notre côté, pour ceux qui veulent aller vers la paix, qu'on leur tende la main, qu'on les réintègre dans la République. Oui, mais vous l'avez dit, l'éclatement du mouvement, on ne va pas faciliter, Ernest Sambou, la reprise des négociations entre les rebelles, les différentes factions et l'État. Bon, je pense qu'au niveau politique, comme l'a dit Barka, il y a des efforts de l'État d'aller à la table de négociation avec Saint-Didio, avec également d'autres acteurs qui s'impliquent à la base pour amener les différentes parties à comprendre qu'aujourd'hui, il faut nécessairement aller vers la paix. Mais l'autre aspect qui est, de mon point de vue, important et qui facilite la mise en œuvre de ce dispositif de la paix, c'est les actes de développement. Parce qu'entre autres problématiques aujourd'hui qui a amené ce conflit, les gens sont sentis frustrés, ne se retrouvent pas, etc. Disent il y a beaucoup d'arguments plus ou moins objectifs ou subjectifs qui ont été mis en avant et qui ont amené ces populations-là à ne pas se reconnaître des Sénégalais à part entière. Or, aujourd'hui, le président de la République a changé de paradigme, comme l'a dit Bagba. Il y a deux paradigmes. Le premier paradigme, c'était soit de mettre en œuvre un paradigme DDR qui est conditionné à la signature des accords de paix, ou de mettre en place un paradigme RDD. Le président de la République a fait l'option d'aller vers la réconciliation, la reconstruction et le développement durable. Et je pense que ce paradigme-là est important parce qu'il met en place les conditions de développement économique et social pour amener les populations à s'épanouir, et également un aspect important à susciter une forte opinion favorable à la paix. Parce que la paix n'est pas forcément une construction physique, n'est pas forcément une opération militaire, mais c'est un état d'esprit. Or, l'état d'esprit se retrouve à travers son appartenance au pays auquel on appartient, se retrouve également à travers
l'appartenance des populations à travers la mise à disposition d'un ensemble de projets et de programmes leur permettant d'être dans un mieux-être. Je pense qu'aujourd'hui, ces conditions-là étant réunies, ça constitue un pas important vers la paix. Le reste, comme l'a dit Barka, c'est des négociations qui se font souvent au plan politique, au niveau desquelles nous on n'est pas impliqués, parce que comme je le dis souvent, le conflit a deux volets importants, un volet politique lié aux négociations et un volet technique. Nous, notre agence quand même a été créée suite aux accords de paix de 2004 pour s'occuper des aspects techniques relatifs à la gestion du processus de paix en Casamance. Et sur ce plan, il faut dire que tout est prêt, les conditions sont réunies. Il s'agira également pour l'État et ses partenaires d'aller vers la négociation au plan politique afin que les populations puissent retrouver définitivement la paix en Casamance. Mais Barka, est-ce que les opérations de ratissage et de sécurisation ne doivent pas se poursuivre dans le reste de la Casamance? Oui, c'est sûr que l'armée a son agenda qu'elle se gardera bien de dévoiler. Parce que ces opérations-là ont été menées de main de maître, alors que tout le monde pensait que l'armée n'allait plus engager des offensives. Je pense que les militaires font leur job, ils ont leur propre agenda, ils ont leur feuille de route qu'ils déploient en fonction des réalités du terrain et du moment. Sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a aussi, il faut le dire, un contexte géopolitique qui est favorable à cela. Le fait qu'il y ait des régimes plutôt très favorables diplomatiquement au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau, il ne faut pas se voiler la face. Ça a ouvert une fenêtre d'opportunité pour l'État du Sénégal de pouvoir mener à bien certaines opérations. Et cela, je pense que tout le monde s'en félicite, au-delà des appartenances partisanes, puisque ce sont les intérêts supérieurs du Sénégal qui sont en jeu dans cette zone. Il faut se féliciter qu'il y ait un environnement géopolitique favorable qui permette à l'État du Sénégal d'exercer la plénitude de sa souveraineté sur certaines parties de son territoire. Alors, est-ce que l'armée devrait ratisser plus large, Ernest Sambou? Bon, plus large, tout dépend de ce qu'elle a comme stratégie de défense, de sécurité et de sécurisation des personnes et des biens. Mais ce qui est important, comme je l'ai dit tantôt, tout est lié à un environnement assez évolutif et à un environnement assez compliqué. Parce qu'il n'y a rien de statique. Ce qui est aujourd'hui un acquis peut ne pas être demain un acquis. Oui. Or, aujourd'hui, moi je pense que l'essentiel des énergies, au-delà de cette dimension sécuritaire, doit être focalisé sur la restitution de ces terres-là aux populations. Parce que, comme Barka l'a dit, c'est des populations qui sont victimes de ce conflit, qui ont quitté depuis 3-4 décennies, qui aujourd'hui sont dans une certaine précarité et aspirent tous au retour. Je l'ai dit tantôt, du travail a été fait dans le département de Ziguinchor. L'expérimentation de la prise en charge de cette cible doit démarrer. Parce que c'est quasiment un département assez important avec 69 villages répartis comme suit. Vous trouverez 16 villages où il y a un retour partiel, 17 villages où il n'y a quasiment aucun retour, donc des villages totalement rayés de la carte, et 36 villages où les populations n'ont pas quand même connu ce mouvement. Donc, et l'estimation tournerait autour de 17 138 volontaires au retour, qui sont des Sénégalais, qui sont soit en Gambie, qui sont soit en Guinée-Bissau, qui sont soit au niveau du territoire national, mais qui aujourd'hui aspirent au retour. Moi, je pense que l'État a enclenché le processus. C'est une matière assez suffisante, assez importante sur laquelle l'ensemble des acteurs de développement doivent s'organiser pour voir comment, véritablement, à partir du travail de sécurisation des personnes et des biens qui est fait par les forces de défense et de sécurité, procéder à la réinstallation de ces populations afin qu'elles développent des activités leur permettant de vivre dans de très bonnes conditions. Maintenant, l'armée, elle a ses stratégies, elle a sa démarche de travail. Nous sommes des profanes à la matière, nous ne pouvons pas nous prononcer, mais comme je l'ai dit tantôt, tous les aspects relatifs aux questions techniques par rapport au processus de paix, notamment les aspects de DDR, les aspects de réinsertion et de réintégration des déplacés, du travail a été fait, un processus assez organisé a été enclenché à Ziguinchor, et je pense que les partenaires au développement et l'État doivent mobiliser leurs efforts autour
de la prise en charge de cette cible-là. Parce que 17 136 volontaires au retour, c'est quand même un lot assez important de Sénégalais et de Sénégalaises qui doivent aspirer à un mieux-être, à des conditions de vie favorables. Et sur ce plan, l'ensemble des partenaires qui travaillent et accompagnent l'État dans ce domaine ont planifié des activités dans ces zones. Je l'ai dit, Barka l'a dit, et c'est important, il ne faut pas que les gens focalisent toutes les énergies autour de la sécurisation des personnes et des biens, notamment par rapport à la dimension des forces armées. Il y a un travail que l'armée est en train de faire. Il y a également un autre travail qui n'est pas encore fait et qui doit être fait et qui concerne, je l'ai dit, le déminage. Même si aujourd'hui, tous les cantonnements militaires sont totalement rayés, etc., si le processus de déminage n'est pas enclenché, les populations ne pourraient pas revenir au bercail. Or, sur ce plan-là, du travail doit être fait et je pense que le processus qui est enclenché doit se poursuivre pour permettre à ces Sénégalais et à ces Sénégalaises de revenir au bercail. Oui, alors, Ernest Abdou Sambou est le coordonnateur départemental adjoint de l'APR Bignona. Nous recevons également Barka Ba. L'autre actualité, Barka, a trait à l'affaire Sonko. Au-delà des faits, quelle explication faut-il en faire? Bon, moi j'ai plusieurs lectures par rapport à cette affaire malheureuse pour tout le monde. Et je pense que j'ai fait même un papier qui a été assez repris. Très succulent. Où j'ai dit qu'il ne faut pas désespérer Bignona en partant d'une citation qui est apocryphe, mais qui est attribuée au philosophe Jean-Paul Sartre, qui parlait des ouvriers de l'usine Renault à Billancourt, en disant un peu qu'il ne faut pas les désespérer dans le sens qu'il faut leur laisser un espoir. Alors, j'ai commencé par ça parce que Ousmane Sonko est aujourd'hui un homme politique majeur, qu'on le veuille ou non. C'est quelqu'un qui, je pense, avait quelque chose comme 30 000 voix lors des élections législatives et qui est passé par le plus fort reste pour devenir député, pour résumer un peu, et qui est passé à 700 000 voix à une élection où il s'est qualifié troisième, avec un score de 15%, en frisant presque les 16%. C'est rarissime dans les annales politiques du pays, c'est un exploit. On peut dire oui, il a eu 15%, parce est-ce que si Karim s'était présenté ou si le PDS avait donné une consigne de vote, est-ce que Khalifa Sall, etc. Avec beaucoup de si. Mais la réalité est qu'il est parti de zéro quasiment à faire 16%. À partir de ce moment, ça veut dire qu'il draine du monde, qu'il y a beaucoup de gens qui ont placé leur espoir en Ousmane Sonko, qui a incarné une nouvelle forme de faire de la politique. Qui surfe sur une mutation sociologique très profonde. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on s'attarde un moment sur un phénomène. Que Sonko n'est pas une génération spontanée, n'est pas le fruit du hasard. Avec ses qualités et ses défauts. Ces défauts, on y reviendra, parce qu'il y en a. Ousmane Sonko traîne beaucoup de défauts, absolument, lui et ses cadres, dans leur manière de faire de la politique. Mais là, je m'appuie d'abord sur ce qui fait sa force. Il est le produit d'une mutation sociologique. Ousmane Sonko, un inspecteur des impôts et domaines qui monte un syndicat, qui après prend goût à la politique, ce n'est pas le fruit du hasard. Ibrahim Hamidou Dem, juge qui a appartenu au syndicat de la magistrature, qui a été un militant actif de ce syndicat, qui démissionne parce qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont la justice est rendue. C'est un phénomène sur lequel il faut s'arrêter. Le capitaine Dieye, qui démissionne après avoir fait les grandes écoles militaires, qui démissionne pour lancer un mouvement, ce n'est pas le fruit du hasard. Si on n'arrive pas à intégrer cela, au-delà de leur qualité et de leurs défauts, ça veut dire qu'il y a un bouleversement qui fait que ce que j'appellerais des cadets bousculent leurs aînés, en pensant que c'est l'heure pour eux, de cette génération, de prendre les rênes du pays. Y parviendront-ils, n'y parviendront-ils pas? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est des illuminés? Est-ce que ce sont des prétentieux? Tout cela, chacun peut avoir son propre point de vue, mais quand un phénomène comme ça arrive dans une république, il serait dangereux de sous-estimer cette lame de fond.
il y a une crise de la représentation, il y a une crise de la démocratie sur laquelle surfe Ousmane Sonko. Et qu'est-ce qui fait que la plupart des gens les plus actifs sur les réseaux sociaux ou les soutiens presque fanatiques de Ousmane Sonko soient des immigrés? Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite au-delà de l'émotion, des sentiments qui font que dans certains pays, surtout en Occident, qu'on trouve autant de gens qui croient en Sonko? Parce que ces gens-là vivent dans des pays où les standards démocratiques sont très élevés. Ils sont très exigeants. C'est des gens qui vivent un véritable mal-être à partir de l'Occident, en voyant l'Afrique, leur pays, être incapable de régler des problèmes comme la corruption, la mauvaise gouvernance, et qui sont devenus très exigeants. C'est des gens qui pensent que 60 ans après l'indépendance, l'Afrique ou une partie de l'Afrique occidentale ne peut pas être aussi dépendante de la France. Sur cette question de nos rapports avec la France, je ne partage pas entièrement leur point de vue, mais c'est vrai, il y a certains signes qui sont caricaturaux. Quand on voit certains comportements de nos élites, leur esprit de soumission vis-à-vis de la France, c'est totalement aberrant d'avoir encore ce comportement. Et il faut en tenir compte de ce sentiment anti-français qui frise parfois l'hystérie. Parfois, il y a même un mauvais procès dans cela. La France ne peut pas être responsable de tous nos malheurs. Et le fait de dire que toutes les entreprises sénégalaises sont contrôlées par la France ou que c'est la France qui contrôle tout, c'est totalement faux. C'est pas vrai. Oui. Il y a une part de caricature dans cette posture-là. Oui. L'État du Sénégal, quand même, a diversifié depuis très longtemps ses partenariats. Aujourd'hui, ce qui gagne le plus de marché, c'est les Chinois, c'est les Turcs, etc. Mais la perception, le cordon ombilical qui continue de nous relier à la France est tellement fort que l'État n'arrive pas à déconstruire cette image-là. Ce qui fait que c'est cette perception qui reste. Et Ousmane Sonko a surfé sur cela. Maintenant, en ayant un discours extrêmement agressif. Ça fait partie de ses défauts. Ça fait partie de ses défauts. Oui. C'est un choix délibéré. Le PASTEF a choisi d'aller à l'affrontement politique. On peut le considérer, c'est un positionnement qui leur a permis d'avoir du charme, parce que la fibre révolutionnaire, contestatrice, quand c'est porté par un jeune qui se réfère aux idées de Lumumba, de Sankara, de Cheikh Anta Diop, c'est très séduisant. Mais il y a un backdraft, il y a un effet de retour de bâton. Oui. Quand on donne des leçons à tout le monde, quand on se proclame parangon de la vertu, mais à la moindre incartade, ça peut créer un séisme. Pour arriver à votre question, oui, à cette affaire malheureuse, qui est une sorte de secousse tellurique pour notre démocratie et qui secoue le pays, parce que c'est la nature même de Ousmane Sonko et sa personnalité qui fait que cette affaire ne peut pas être une affaire banale. L'autre chose, moi j'ai dit qu'il ne m'appartient pas de me prononcer sur une affaire de viol. Je ne sais pas s'il est pendant devant la justice. Oui. Mais aussi, si la tension est aussi extrêmement polarisée, c'est qu'une bonne partie de l'opinion publique pense mordicus qu'il y a un complot contre Ousmane Sonko. Oui. Alors ce sentiment de complot ou bien cette défiance vis-à-vis d'une justice, ça aussi, ça pose un problème. C'est un piège pour notre démocratie et c'est un baromètre. Est-ce que la justice sénégalaise a donné des gages d'indépendance suffisantes pour qu'une affaire qui aurait dû rester dans un cadre privé ne déborde pas du cadre politique? Parce qu'il y a eu des précédents. Oui. À tort ou à raison, on pense que l'affaire Khalifa Sall a été politisée à l'extrême. L'affaire Karim Wade a été politisée à l'extrême. Alors, si ces personnalités majeures ont eu à avoir maille à partir avec la justice, avec le régime de Macky Sall, mais beaucoup de gens sont fondés à croire que Ousmane Sonko veut, que le régime veut éliminer politiquement un adversaire qui pourrait être dangereux. Oui. Et ça piège le débat. Donc, directement, vous allez répondre, est-ce que c'est une cabale, Ernest? Comme l'a lui-même dit, comme l'a dit d'autres personnes aussi, comme l'ont dit d'autres personnes. Moi, je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est politique. Que je ne crois pas qu'il y ait une cabale. C'est une question
assez sérieuse, dont le dossier est en justice. Je ne préfère pas m'épiloguer longuement, même si par ailleurs j'ai un avis personnel, mais j'estime que nous devons, pour cette question précise, laisser les hommes de droit dire le droit. Oui, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. Mais pour une cabale politique, est-ce que c'en est une? Je ne peux pas me Est-ce que prononcer sur Ousmane cette Sonko question. vous dérange à ce point? Non, Ousmane Sonko, comme l'a dit Barka, est un leader politique, comme tous les leaders qui existent dans l'environnement politique sénégalais, Oui. qui à un moment donné a été à une élection présidentielle et est devenu troisième. Je rappelle que il est arrivé dans l'histoire politique de notre pays que des candidats participent pour la première fois à des élections présidentielles et aient obtenu des scores plus intéressants que celui de Ousmane Sonko. Je vais parler de Moussa Fagnas, etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui on a une recomposition politique dans le camp présidentiel qui rassure davantage le président dans sa majorité et dans sa volonté de créer une stabilité politique dans ce pays. Parce que vous êtes sans savoir que ces derniers temps, il y a eu une recomposition importante avec l'arrivée d'Idrissa dans le camp présidentiel, qui a été également deuxième. Donc du coup, la recomposition politique dans l'espace de l'opposition se crée elle-même. Le deuxième a rejoint le premier. Le troisième, du coup, devient quasiment le chef de l'opposition, le porte-étendard de l'opposition. Mais ce qu'on ne dit pas également, c'est que il y a une décomposition de sa coalition qui l'a porté au pouvoir, qui est la coalition Jotna, qui a éclaté, et un électorat qui s'éclate, s'effrite, se rétrécit. Maintenant, ce qu'il faut dénoncer, c'est les actes de violence. Barka l'a dit, c'est important. Les actes de violence ont différentes natures et n'ont pas les mêmes niveaux d'appréciation. Un acte de violence à Bignona, un acte de violence dans la région de Ziguinchor ne peut pas être apprécié de la même manière qu'un acte de violence à Fatick ou à Saint-Louis. Parce que ce sont des actes de violence qui rappellent souvent des souvenirs assez douloureux que les populations ont vécu et qui sont souvent liés au conflit. Or, ces populations-là, depuis quand même quelques années, vraiment, sont en train de vivre la paix, aspirent au développement économique et social, donc n'ont pas besoin de ces scènes de violence se manifestent à leurs yeux, et vraiment ça déteint l'atmosphère et ça freine plus ou moins les énergies qui sont assez présentes sur le terrain pour aller vers le développement économique et social de cette région. Moi je pense que, comme je l'ai dit, c'est une affaire qui est en instance de justice. La politique est un chemin assez long, rien n'est acquis, rien n'est donné d'avance, mais je pense qu'aujourd'hui la lecture objective de la situation politique, c'est qu'il y a une sorte de tension, mais nous devons tous revenir à de meilleurs sentiments, à la sérénité et faire confiance à la justice de notre pays. Mais les recompositions et les décompositions politiques vont se poursuivre. On ne sait pas ce qui adviendra sous peu de temps au niveau de l'opposition avec toute cette question-là qui est agitée, mais nous avons, j'ai l'impression, le temps vraiment de faire des appréciations assez objectives de la situation. Mais on ne peut pas aller à une élection présidentielle en sortir victorieuse avec 58%, avoir un renfort de taille d'un candidat qui était deuxième avec plus de 20% et avoir peur d'un candidat qui avait eu 15%, un 15% assis sur une coalition qui s'est effritée. Alors, Boubacar Camara qui a écrit en tout cas au président de la République, Barka, pour lui demander de ne pas écouter ses faux amis. Un extrait qui me tombe sous les yeux. N'ouvrez pas la boîte de Pandore, vous ne me croyez peut-être pas, mais ce serait un signal inquiétant et un précédent dangereux, car dans cette affaire, tout conforte la perception d'une instrumentalisation des institutions pour un règlement de compte politique. Notre société est imbue de valeurs qui enseignent de laisser parler notre âme de bon chevalier dans certaines circonstances. Bon, j'aimerais pas ajouter un commentaire à du commentaire parce que c'est son sentiment, mais oui, je pense qu'il est largement partagé. Est-ce que cela veut dire que c'est une cabale, que ce sont des faucons qui sont derrière cette affaire? Je ne peux pas étayer cela. Oui. J'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a une cabale contre Ousmane Sonko. Par contre, ce que je peux dire, c'est de manière certaine qu'un emprisonnement de Ousmane Sonko ne participera pas à rassurer ceux qui pensent qu'il y a une instrumentalisation de la justice et que surtout que oui, parce qu'il y a eu des précédents. Oui. Essayons d'entrevoir un peu la scène. On est dans une démocratie.
où celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle rallie le camp présidentiel. Celui qui fait de facto office de chef de l'opposition va croupir en prison. On est dans quelle sorte de démocratie? Comment le régime de Macky Sall pourra se présenter à l'international devant les partenaires étrangers pour dire que voilà qu'on est encore dans un pays. Je ne dis pas cela pour anticiper sur un emprisonnement ou non de Ousmane Sonko, c'est pas à moi de le décider. Mais j'essaie d'entrevoir un peu la suite. Il n'y a pas que Ousmane Sonko comme opposant. Peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui reprendront le flambeau. Mais quand même, ça ne m'empêchera pas de penser que c'est difficile de constater que 3 opposants majeurs à Macky Sall ou potentiellement majeurs à Macky Sall ont été successivement emprisonnés sous son régime. Et qu'on risque de passer à une situation de démocratie apaisée à une démocratie sous tension. Un pays où chaque fois qu'il y a une tête qui émerge ou qu'il y a un potentiel adversaire du président de la République, par des moyens, disons, pas très catholiques, on arrive à écarter ces candidats. Qu'ils aient été coupables ou pas dans les 3 cas, c'est le sentiment de perception que les gens ont par rapport à ça qui est compliqué. Et la démocratie sénégalaise ne gagne pas cette sorte de défiance et de manque de confiance que les justiciables ont. Donc, ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, ceux qui doivent jouer leur rôle, rassurer et de rempart et de gardien de la démocratie, c'est ceux qui ont prêté serment pour dire qu'ils vont dire le droit. Et rien que le droit. Aujourd'hui, les magistrats sont les derniers remparts de notre démocratie qui est secouée dans ses fondements. C'est eux qui doivent prouver qu'ils méritent leur toge, qu'ils respectent leur serment et qu'ils peuvent être équitables. Sinon, tout le monde est en danger. Y compris ceux qui sont actuellement aux commandes et qui pourront demain rendre des comptes. Macky Sall ne restera pas éternellement au pouvoir. Il partira d'une manière ou d'une autre. On pourrait tenter de le poursuivre ou de le mettre en difficulté. Et si lui-même, en ce moment-là, avait cautionné des dérives au sein de la justice ou une instrumentalisation de la justice, qu'est-ce qu'il dira demain? Il n'est pas éternel. Il est là, il passera la main d'une manière ou d'une autre à quelqu'un. Donc, je pense aujourd'hui que le plus important, c'est que les magistrats se regardent devant la glace, ou en tout cas certains magistrats, la plupart d'entre eux, je pense, font correctement leur boulot. Mais il y en a d'autres qui ne rassurent pas le citoyen que je suis pour penser qu'il y a un égal traitement devant la justice et qu'une affaire peut être menée à terme. Bon, je serai rassuré quand je verrai un magistrat inculper une autorité actuellement en cours et le mettre en prison. Un directeur qui a détourné de l'argent ou un ministre qui va répondre devant la justice. Il y a 19 dossiers sur la table du procureur. Comment se fait-il que les peines les plus compliquées ou les plus infamantes tombent toujours sur des gens identifiés comme des adversaires du régime? Vous l'avez dit, en tout cas, il est difficile, on ne peut pas croire, ou bien on va croire facilement que c'est juste une cabale, parce qu'il y a eu des jurisprudences pour ne citer que l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Bon, moi je pense que l'attitude la plus indiquée en la matière, c'est de faire confiance à la justice de notre pays et d'en appeler à plus de sérénité. Parce que le pays vient de trop loin. Les conditions aujourd'hui ne sont pas favorables à une tension sociale ou communautaire. Nous avons le coronavirus. Nous avons le coronavirus qui est là. FM, Radio Futur Média.